Parce que souvent, les femmes ou les hommes, je parle en général, les personnes qui vivent des violences sexuelles, elles peuvent en avoir parlé. Et si ces personnes-là nous ont dit oui, mais c'était quoi ta tenue? Ouais, mais toi aussi, pourquoi t'es partie là-bas? Non, mais c'est ton mari, comment il peut te violer? Donc aujourd'hui, dans notre podcast Ne soyons pas muettes, nous recevons Aïssatou. Le sujet aujourd'hui, c'est la liberté de parole. Donc Aïssatou, je l'ai rencontrée à la part de la Villette lors d'un débat qui s'appelait Palabre à l'appartement. Il y avait des thèmes. Ouais. Donc on a su discuter et on s'est suivis sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je l'invite aujourd'hui donc sur ce sujet qui est la liberté de parole. Donc je te laisse un petit peu te présenter. Yes, merci à toi. Merci. Bonjour à tous, merci à toi de m'avoir invité ici. Je m'appelle Aïssatou Cissé, j'ai 27 ans et je suis coach. J'accompagne les femmes qui ont subi des violences sexuelles au travers de groupes de parole. Et j'ai une page Instagram, Teringa Point Conseil, du coup j'anime des lives sans tabou sur différentes thématiques et je sensibilise aussi sur les violences sexuelles en même temps. Ok. Donc moi, aujourd'hui, la première question que je voulais aborder, effectivement, c'est les sujets, parce que je te suis sur Instagram, et c'est les sujets qui sont des sujets très sérieux, mais où tu parles très librement et très calmement. Je trouve que c'est très accessible sur des sujets qui sont hyper importants pour nous les femmes. Donc comme les violences conjugales. Ouais. C'est de mes thématiques, oui, les violences conjugales. J'ai moi-même subi des violences conjugales. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivé à ouvrir ma page Instagram. Les violences conjugales. Et donc du coup, j'essaie d'en parler pour qu'il n'y ait plus de tabou dessus. Surtout dans une communauté où on n'en parle pas. Une communauté où on n'en parle pas, même si on en parle, ça va être toujours, dans tous les cas, supporte. Ouais, dis rien. On dit rien, et subis ce qui t'arrive, quoi. Donc j'ai vu, il y a un sujet aussi, j'ai vu un post qui m'a marqué, qui était une femme derrière une femme qui dit pas non, ça veut pas dire qu'elle dit oui. Pour que ça soit pour des jeunes filles ou pour des femmes, que ce soit des femmes mariées ou non mariées. Et à chaque fois, c'est vraiment des thèmes forts où tu laisses du temps de parole. Exactement, c'est le fait de dire non. On a tendance à croire que le consentement, ça passe par le non verbal, alors que pas du tout. Et souvent, ça justifie le mariage de jeunes filles parce qu'elles n'ont pas osé dire non à leurs parents. Ou ça justifie aussi des rapports sexuels forcés parce qu'il n'y a pas eu de non dit verbalement. Alors qu'il y a toute la communication aussi non verbale, il y a aussi plein de facteurs qui empêchent ces femmes-là de dire non. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire. Ouais, il y a tout ce qui est communautaire, tout ce qui est religieux, la pression sociale, parce qu'on est dans un monde où quand on est une femme, on sait, le regard des autres va pas... dans un couple, le fait que l'homme veut, la femme doit vouloir aussi. Et c'est aujourd'hui, en parlant, que les femmes commencent à se dire non, effectivement... moi aussi j'ai vécu des violences et d'en parler ça reste quand même tabou. Ça reste quand même un petit peu tabou. C'est vrai qu'il y en a certaines qui en parlent, il y a d'autres femmes aussi qui sensibilisent sur le sujet, il y en a certaines qui témoignent anonymement, mais c'est vrai que de le dire ouvertement c'est pas facile, il y a cette pression parce que surtout dans le cadre du mariage, c'est un droit, un devoir conjugal. Exactement. Pour la femme d'assouvir les besoins de l'homme et souvent c'est dans les deux sens, mais souvent ça va être plutôt côté la femme, il faut que c'est une obligation pour elle en fait. Et elle n'a pas le droit de dire non ou autre. Et il y a certains hommes qui utilisent ça en fait, qui manipulent les femmes pour avoir tout ce qu'ils veulent d'elles quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu aujourd'hui tabou d'en parler et c'est difficile avec cette pression culturelle ou religieuse. Oui, parce que à chaque fois, même, tu parles aussi, si on peut aborder le sujet, tu as divorcé aussi, et t'en parles,
ce qui permet à d'autres femmes, tu l'expliques clairement, que tu t'es coupé, enfin, tu as laissé les gens parler, parce que tout le monde te disait non, rentre, supporte. Et toi, tu as laissé les gens parler et tu les écoutais plus. Au bout d'un moment, j'ai déjà voulu divorcer dès les premiers mois de mariage, ça n'allait pas. Et à ce moment-là, il y a une réunion familiale spectaculaire qui s'est faite. Et du coup, il y a des personnes qui... Donc moi, je suis née en province, mais mes parents sont en province. Et mon ex-mari était en région parisienne, donc sa famille aussi. Et sa famille de Paris qui se déplace jusqu'en province, qui viennent chez moi, et des tontons, des tatas de quartier qui viennent pour me dire non, supporte, reste et tout dans le mariage. Et ce jour-là, je suis retournée. Alors que pour moi, c'était mort. C'était fini, avant qu'ils arrivent, c'était non, je retourne pas, je sais et tout, mais le fait de voir tout ce monde autour de moi et cette pression, finalement, je suis quand même retournée. Et c'est pour ça que la deuxième fois, j'ai eu cette force en fait de me dire, en fait, je sais que ça va être comme la première fois. Peu importe ce que je dis, ils vont faire semblant, oui, on t'a compris et tout. Et t'étais pas écouté, enfin t'étais pas entendu. Ouais, en fait, on t'écoute sans vraiment t'entendre. On t'écoute juste histoire de te laisser la parole pour dire qu'on t'a laissé parler, mais ensuite, non, tu retournes, supportes, etc. Et ce qui m'a aussi donné la force, c'est aussi de l'avoir vu dans mon cadre familial, où je sais comment ça fonctionne aussi au niveau culturel. Et toutes les histoires que j'ai entendues, je sais que c'est toujours la même chose. Tu Peu restes. importe tout ce que l'homme fait, tu dois rester. Tu subis. Et c'est ce qui a fait que à la deuxième réunion, je me suis dit, en fait, je les laisse parler. Ta décision est prise. Je ne prise. donne aucune justification. C'est ma décision. Je sais ce que j'ai vécu dans ce mariage-là. Et c'est à moi de prendre la décision, quoi. Non, mais c'est bien parce que ça permet à d'autres femmes de voir ce qu'elles subissent et de se dire il y a quelqu'un qui en parle et pourquoi moi je prendrais pas aussi mes décisions et pourquoi je ferais pas mes choix. Je parlerai ouvertement de ce qui va pas, oui effectivement tu as tout le poids des grands frères, le poids des parents, le poids de tout le monde qui vient, qui te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement, non, tu vas voir avec le temps ça va aller, non, mais c'est ta vie. Et moi j'ai eu de la chance quand même que du côté de mes parents, ça va, mon père il n'était pas à fond, on va dire c'est un peu cette chance de ne pas aussi m'être mariée avec quelqu'un de la famille, parce que lorsque c'est quelqu'un de la famille, il y a des liens et c'est encore plus compliqué. Et je pense que ça aurait été un homme de ma famille, je pense pas que ça aurait été la même chose. Mais là, ils étaient un peu plus détachés. Et donc du coup, j'ai eu cette pression des oncles, de la belle famille, etc. Mais au niveau de mes parents et ma famille proche, au moins là j'ai eu du soutien, donc ça m'a aussi facilité. Mais t'étais la fille un peu qui se rebellait, qui n'était pas la même que les autres, qui n'était pas aussi docile que les autres. Ouais, aussi. J'ai compris que si c'était pas moi qui imposais mes limites, je me faisais manger en fait. Et je risquais de répéter en fait le schéma familial. Le schéma familial et culturel. Donc, parce que le jour où tu allais avoir des enfants, ça allait être pareil en fait, tu allais être bloqué parce que c'est plus compliqué de partir. Et à un moment donné, ta belle famille ou ta famille aurait imposé à tes enfants le même schéma. Exact. Et à un moment donné, avec des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que je parle, j'ai pris confiance en moi, j'ai imposé mes limites. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous la même facilité, on n'a pas tous les mêmes charges. Toutes nos histoires, elles sont différentes en fait. Donc, quand j'en parle, j'aime bien dire, moi j'ai cette facilité-là, mais c'est pas pour dire que tout le monde ça va être pareil. D'autres avec des enfants, peut-être que j'aurais eu des enfants, j'aurais pas réfléchi de la même manière et tout, mais dans tous les cas, la décision, elle doit venir de nous. C'est ça. C'est ce que j'ai à dire. Parce que moi, par exemple, sur d'autres cas, qui ne sont pas des violences, pas les mêmes cas, mais sur, par exemple, des parents toxiques ou des choses comme ça, tu vois, où j'ai fait un travail sur moi-même et je regarde les gens dans mon environnement, des parents proches, des couples proches, et je vois les problèmes qu'ils ont. Et je vois mes enfants et je me dis que je ne veux pas reproduire les mêmes schémas. Donc j'essaye d'analyser ce qui va pas,
que je vois qui ne va pas dans d'autres familles, ce qui dysfonctionne, pour pas continuer à reproduire ce schéma. Et j'en parle par exemple avec mon fils. Mon fils, il a 16 ans, donc déjà on peut avoir une discussion. On a des discussions, on commence à avoir des discussions très ouvertes sur les échanges avec les filles, sur son comportement qu'il doit avoir avec une femme, pour lui dire, voilà, ce que tu ressens et ce que ressent une femme, et c'est complètement différent. Il faut attendre qu'elle soit prête, toi tu seras peut-être prêt, elle pas, il faut te caler à son rythme à elle. Donc on a une conversation très ouverte. Ma fille aujourd'hui, elle est toute petite, elle a que 8 mois, mais du coup, je suis plus dans me dire, voilà, tout ce qui dysfonctionne, tout ce que tu vas imposer à tes enfants, est-ce que c'est ce que tu as vraiment envie de leur apprendre, ou est-ce que c'est générationnel et culturel? Parce que nous, on a 2 cultures différentes, donc une culture haïtienne et une culture occidentale. On est souvent en Afrique aussi, donc on a des schémas, donc on voit. Mais du coup, je limite ce qu'on va apprendre à la petite pour essayer qu'elle puisse se développer comment elle a envie, avec des principes, certes, mais on lui laisse quand même le choix. C'est vrai que avec cette double culture, parce que enfants d'immigrés, les parents ont la culture totalement africaine, et nous on vit ici en France, donc on a un peu cette double culture. Donc des fois c'est difficile de se retrouver et de savoir en fait, il y a ce que nos parents nous imposent et il y a aussi ce que la société nous dicte, et il y a des fois des contradictions, il y a des totales contradictions. Donc c'est vrai que c'est compliqué ensuite d'avoir des repères et de savoir qui on est et ce qu'on veut. C'est bien aussi de laisser le choix aux enfants, de leur transmettre les valeurs, les principes et tout, mais comme tu le fais, de laisser le choix à ton enfant, à tes enfants, de choisir en fait ce qu'ils veulent. Tu vois, pour mon fils, par exemple, comme il est métis, je lui ai expliqué que être métis, c'est pas un problème. L'avantage, c'est d'avoir 2 cultures. Et je lui ai appris ça de suite. Mais comme toi qui es né ici, c'est pareil, en fait. Tu as 2 cultures, même si tu as grandi avec tes parents qui ont une autre culture, mais tu baignes dans la culture occidentale, et c'est pas pareil que grandir quand tu grandis au pays. C'est pas pareil. Au pays, tu es une occidentale. Tu viens d'Europe. C'est ça. Donc, moi, ce que je dis à mon fils toujours, c'est que tu as la chance d'avoir 2 cultures. Donc, mets-le en avant, en fait. Et essaye de développer ça au lieu d'en faire une faiblesse. Et c'est vrai que, donc pour toi, pour revenir au sujet que tu évoques sur Insta, c'est des sujets quand même qui sont lourds. Parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est des sujets lourds. Tu le fais toujours avec bonne humeur. T'écoutes les gens. C'est pas légèreté, mais c'est une bonne humeur qui fait qu'on a envie de te parler. On a envie de t'expliquer, et t'es une bonne écoute. Merci pour tout ça. Ouais, c'est vrai que alors, là, je me rends plus compte que c'est des sujets aussi lourds à force d'en parler. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été assez difficile, et c'est beaucoup les gens qui m'ont donné la force de continuer, parce que j'ai à peine ouvert ma page Instagram que j'ai eu des témoignages. Et dès que j'en ai parlé, j'ai des collègues au travail qui venaient me voir. Tu sais, moi aussi, il m'est arrivé ça. Ou des amis avec qui on n'en avait jamais parlé. Ou même des inconnus qui venaient vers moi. Et c'est là que j'ai vu l'importance en fait d'en parler, et ça m'a donné la force de continuer à faire ce que je fais. Et du coup, ça amène ma deuxième question. Au niveau de ton entourage, ça se passe comment ? Alors au niveau de mon entourage, on va dire il y a eu aussi du tabou, c'est-à-dire qu'on a vu que j'ai ouvert la page, il y en a certains qui m'ont suivi sur ma page, mais après il n'y a pas forcément eu de discussion. Il y a d'autres qui ont appris que j'ai été violée lorsque j'ai ouvert ma page Instagram aussi. Donc ça a été un soutien un peu, on te soutient, on suit tes posts, on like tes posts et tout. Mais il n'y avait pas forcément de discussion plus que ça. Je pense qu'elle ne savait pas trop comment aborder. Il y en a certaines qui sont venues vers moi pour me parler, pour me dire ah oui, ce qui t'est arrivé, etc. À un moment, j'ai eu un petit peu de culpabilité, parce qu'il y avait certaines personnes qui on dirait, qui souffraient
de savoir ce que j'avais vécu. Donc je me suis dit, ah mince, je fais du mal à d'autres personnes juste en racontant mon histoire. Mais après, au niveau de mon entourage, j'ai pas forcément eu de problème à ce niveau-là. Ça va être plutôt au niveau de ma mère. Lorsque je parle sur Instagram, ben, tu sais, une femme, ça doit être discrète, elle doit être pudique, elle doit pas montrer son visage, etc. Culturellement ou religieusement. Et elle, c'est plus ça qui l'embêtait. C'est, t'es présente sur les réseaux sociaux, tu te montres, si un homme voit que tu parles de ça, est-ce qu'il voudra te remarier et tout ça. C'était plutôt ça, ses craintes en fait. Ou le fait de s'exposer, le mauvais œil, etc. Ça a été plutôt ça. Après, ben, je lui ai fait comprendre que moi, c'était vraiment un besoin au fond de moi de communiquer, de parler sur ça et tout. Elle a essayé un petit peu de m'en dissuader, mais là, à l'heure actuelle, ça va. À l'heure actuelle, elle sait ce que je fais. La dernière fois, je faisais un live, elle est rentrée dedans, elle parlait dans le live. Donc, elle s'est aussi adaptée et elle a compris qu'en fait, non. Dans tous les cas, elle pouvait plus rien faire. J'ai pris ma décision. Après, j'écoute un peu ses conseils quand même. Parce qu'en tant que maman, ben, elle souhaite le meilleur pour moi. Mais qu'elle comprenne aussi que je suis maintenant une adulte et je sais ce qui est bien pour moi aussi. Et ta famille qui est au pays, ils en... Alors eux, je pense pas qu'ils soient au courant vraiment. Des fois, je mets des statuts sur WhatsApp, ils voient ce que je fais, mais eux, ils sont pas forcément au courant au pays. Non. C'est soit on est en contact juste sur WhatsApp, etc. Mais non, sont pas forcément au courant. De toute façon, c'est ta vie. Ouais. En même temps. Exact. En même temps, c'est ta vie, t'as fait tes choix. Bah oui. Maintenant, on le sait. Et je sais pas, en fait, la famille au pays, ils ont jamais vraiment été au courant de ce qu'on faisait vraiment, réellement, à part vraiment quand on est marié, quand on a des enfants, etc. et tout. Donc, franchement, ça aurait été culotté de leur part de venir dire, oui, mais quelque chose. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver, mais ouais, voilà. Donc, après, quand on prend des décisions, il faut savoir s'y tenir et se détacher du regard des autres, sinon on n'avance pas aussi. Ouais, mais c'est... Oui, en fait, tu as tout à fait raison et je le sais, mais je sais aussi combien c'est dur, surtout dans des communautés en fait. Ouais. Parce que pour travailler, pour travailler avec des communautés, pour vivre avec des communautés, c'est compliqué. C'est compliqué quand il y a la moindre chose qui fait que tu restes pas dans la norme. Les gens te regardent, les gens parlent, c'est compliqué d'être celui qui va pas faire comme les autres, qui va essayer de faire quelque chose. En fait, moi je le prends comme une mission de vie. C'est pour ça que ça me donne de la force en fait. Parce que je me dis c'est une mission dans ma vie en fait et je me dois en fait. C'est comme si je m'obligeais à faire ça. Je me dois de le faire. Et c'est pas une obligation comme une contrainte. Hein. Je prends du plaisir. Et donc c'est pour ça que je me dis, mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ce que les gens peuvent en penser. Mais oui, parce que c'est ça en fait. C'est pour ça, tu vois, bon, on s'est rencontrés, on a de suite rigolé. Ouais. T'étais à côté du chauffage et t'as Et puis, bon, t'as vu qu'on a parlé, on était au débat. Moi, j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout le mien. Pour l'anecdote, c'est-à-dire, on était donc la part de la Villette. On était dans un lieu où il y avait un débat sur... Le premier débat, c'était l'infidélité de la femme. Et le deuxième, c'était la place de l'homme pour cuisiner, voilà. Et je suis intervenue dans un milieu qui était très communautaire, très africain ou très entier, très noir, quoi. On était peut-être deux blancs, mais comme moi, tout mon entourage, donc mon mari est noir, mes enfants sont métis, mais tout mon entourage travaille avec des Africains, avec des Antillais, donc pour moi, c'est ma communauté. Donc j'évolue. Et quand j'ai pris la parole sur l'infidélité de la femme, pour moi, c'était logique. Enfin, j'intervenais à une question qui était posée, peu importe le milieu. Mais c'est vrai qu'on reste dans des milieux qui sont très communautaires. Et faire un choix, parler de quelque chose qui dérange, ça reste compliqué. Parce qu'on est la personne qui met le doigt là où ça fait mal, en fait. Ouais. Et on laisse pas faire.
c'est vrai que dans la communauté, c'est encore très, très, très tabou. Mais c'est ce qui me donne encore plus la force. Je suis aussi une rebelle dans l'âme. Donc, tout ce qui va être un peu. Voilà. Tout ce qu'on va dire, bon, là, il faut pas en parler. Ben justement, moi, je je vais veux en parler. Et bah oui, bah, c'est vrai que c'est. Et c'est ça qui me donne de la force parce que je me dis, en fait, finalement, tout le monde peut en parler dans d'autres communautés, mais aussi on se sent plus concerné quand c'est une personne qui nous ressemble qui en parle. Exactement. Donc c'est pour ça que je me dis, bah, en fait, c'est ce que j'ajoute en plus, hein, parce que sinon, on parlait des violences sexuelles. En France, il y a des tas d'associations. Mais le fait de voir une femme soniquée, une malienne qui en parle, bah, ils vont se sentir encore plus concernés par le sujet en fait. Ben, c'est comme une sœur qui parle et elle va se dire ouais ben moi aussi ça m'arrive. Voilà. Donc moi aussi j'ai le droit de dire non. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire à croire que aussi les problèmes c'est que chez les autres, l'inceste ça existe que chez les blancs. Oui, tu vas mais non, en fait, ça existe chez nous. Et en fait, c'est comme si on le savait tous au fond de nous. Mais on l'accepte, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, c'est comme ça. Et on se sent différent quand on l'a vécu parce que personne n'en parle. Donc on croit qu'on est un extraterrestre alors que non, la voisine d'à côté, si elle l'a vécu, pareil. elle aussi. Ouais. Sauf qu'elle en parle pas. Ouais. Et en fait, et ce qui est important aussi sur ta page, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien où tu peux faire, où tu peux parler anonymement de ce que tu as vécu. C'est ça, c'est de permettre, parce que je sais que tout le monde n'osera pas en parler hein, et mettre venir m'en parler comme ça et que je sache que c'est eux. Mais parce que moi, tout ce qui m'importe, c'est que elles commencent à en parler, même si c'est anonymement. Au moins qu'elles assument et qu'elles arrêtent d'être dans le déni de ce qu'elles ont vécu. Qu'elle ou il, hein, j'ai même eu un témoignage d'hommes. Au début, j'étais vraiment centrée sur les femmes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui me suivaient. Et j'ai même reçu des témoignages d'hommes. Mais. Ça surprend toujours quand c'est un homme. Ça surprend quand c'est un homme parce que tu le sens. Tu vois, on fait le même. On dit, ouais, une femme, elle doit rester. Elle doit être pudique. Et un homme, il doit rester fort. Ouais. Et on doit pas. Et ça nous surprend quand un homme a des faiblesses. Ou quand il vit des situations difficiles dans son foyer. Et on est intrigué alors qu'en fait c'est juste notre regard qui... C'est juste notre regard, exactement. C'est une personne comme une autre. Enfin, en fait, peu importe le sexe, peu importe la couleur, peu importe ton origine, on vit tous des problèmes, on a tous des difficultés. Et j'ai trouvé qu'en parler anonymement, effectivement, ça permet déjà de se libérer. Ouais. Première chose, d'extérioriser. Ok, je l'ai vécu, je l'écris, que je l'ai vécu, je raconte mon histoire à une personne à qui j'en ai jamais parlé. Ou je raconte mon histoire à une personne qui peut un petit peu me comprendre. Parce que souvent, les femmes ou les hommes, je parle en général, les personnes qui vivent des violences sexuelles, elles peuvent en avoir parlé. Mais la première personne à laquelle elles en ont parlé, elle n'a pas été très réceptive ou elle a dit un mot qui n'allait pas, etc. Ce qui fait que ça nous braque à en parler davantage et on a honte, etc. Mais on peut en avoir parlé à une ou deux personnes, mais si ces personnes-là nous ont dit oui, mais c'était quoi ta tenue? Ouais, mais toi aussi, pourquoi t'es partie là-bas? Non, mais c'est ton mari, comment il peut te violer? À ce moment-là, tu vas prendre ça pour... c'est ta faute. Voilà. C'est ta faute. Et tu vas croire que tout le monde pense comme ça et tu vas plus oser en parler. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai mis en place le questionnaire pour que certaines personnes puissent venir et témoigner anonymement. Mais je sais que déjà, sur une violence physique, c'est-à-dire t'es battu, déjà t'as honte. Déjà t'as honte. Moi, ça m'est arrivé. La première personne avec qui je vivais, ça se passait mal. Et déjà t'as honte. Et déjà, tu sais pas comment ça va se passer si t'en parles, comment ça va se passer quand tu rentres à la maison. Ça, c'est déjà compliqué. Ah oui, la peur de... Ouais. Parce que tu sais pas. Parce que si t'en parles, qu'on lui en parle, comment ça va être interprété et quelles sont les répercussions. Et encore plus quand c'est d'ordre sexuel, parce que le sexe reste tabou. Déjà. Sans parler de violence sexuelle, déjà rien que le sexe, c'est tabou. Ouais. Déjà, on n'imagine même pas, t'es marié, mais on n'imagine même pas que t'as une vie sexuelle. Non, mais vis-à-vis que ça soit de nos parents, vis-à-vis de nos oncles, nos tantes, même quand on a des enfants,
on n'a pas de vie sexuelle. Enfin, ça reste extrêmement tabou. Donc si on bascule en plus dans les violences, tout est fait pour qu'on soit mis à l'écart et qu'on ne nous parle pas et que nous, on n'en parle pas. Ouais. Totalement. C'est de garder comme si c'était quelque chose de secret ou à garder, de honteux. Ouais. C'est ça, parce que en fait, à chaque fois, c'est souvent, ça sera souvent la faute de la femme. Et même dans des cas juridiques jusque dans les années, je crois que c'était dans les années 70, où une femme qui se faisait violer, des fois c'était la faute de la femme. Alors que... C'est ce qui va être culture du viol, qui est bien ancré dans nos mentalités, de se dire qu'un agresseur ou une agresseuse, hein, je parlais en général, a des pulsions incontrôlables, que c'est nous qui avons provoqué ça, qu'il a des problèmes mentaux, etc. C'est ça qui alimente en fait le fait qu'on porte la culpabilité à la femme. Sur l'agressé. Ouais. Sur l'agressé. Sur la femme ou l'homme, oui. Oui, sur l'agressé plutôt que l'agresseur. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tout autant il faut accompagner, je pense que tout autant il faut accompagner l'agressé, tout autant il faut accompagner l'agresseur. Exactement. Parce que pour éviter tout ce qui est récidive, parce que je pense que dans le cas même de violence conjugale, la personne qui le fait ne se rend même pas compte qu'elle agresse quelqu'un. Ça va dépendre. Il y a des personnes qui sont très très conscientes, on va dire qu'il y a une minorité qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ont des pathologies, mais en général, elles savent quand même ce qu'elles font. Après, ça va être plus lié à... Bon, après là, on va rentrer dans le cadre de la psychologie, je suis pas psychologue, mais ça va être lié aussi à des traumatismes. Eux-mêmes ont vécu des violences lorsqu'ils étaient enfants, donc qui vont reproduire, etc. Mais dans ce domaine-là, je ne veux pas trop m'aventurer, mais... quand même 90% des personnes qui commettent des abus, des viols et tout n'ont pas de pathologie mentale. Donc, non, mais c'est un sujet, je trouve que c'est un sujet important, c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que je trouve que tu apportes beaucoup, encore une fois, je trouve que tu apportes beaucoup de légèreté sur des sujets qui sont, pour moi, qui ne sont pas des sujets habituels, donc qui sont des sujets vraiment difficiles de parler, difficiles. Et je trouve que ta page sur ça, elle permet une liberté de parole. Et c'était important quand j'ai commencé à faire les podcasts. J'ai choisi des personnes avec qui soit j'avais eu quelque chose, par exemple à la naissance de ma fille sur un podcast précédent, c'était quelqu'un où je voyais ses vidéos sur Insta et qui avait de la musique et qui faisait des danses dans son métier et ça me faisait rire et c'était un moment que je partageais avec ma fille, tu vois. Et toi, c'était, je trouve que apprendre aux femmes à se défendre, à en parler, et ce qui permet d'éduquer après nos filles et nos fils, d'en parler à nos enfants, ça permet d'un moment de changer les choses. Le changement, de toute façon, il vient de nous et c'est avec la prise de conscience qu'on peut changer certaines choses. Si nous-mêmes, on n'est pas attentifs, même celles qui n'ont pas vécu, hein, mais elles ne sont pas attentifs à leur entourage et tout, bah comment on va s'en sortir? Parce que l'entourage joue un rôle important en fait hein, dans la reconstruction de la personne qui a été victime. Donc c'est important d'en parler autant à autant de libérer la parole pour celles qui ont été victimes, autant en parler comment soutenir une personne qui a été victime. Et c'est comme ça qu'ensuite on peut retransmettre aussi. Et ce que tu disais, c'est vrai que c'est important, c'est aussi d'accompagner aussi, je pense que c'est important d'accompagner aussi les agresseurs et tout. Parce que finalement, sinon, c'est répétitif. Et exactement, il faut éviter la répétition. Ouais. Ouais. Écoute, je te remercie d'être venue. Merci à toi. En tout cas, c'était très agréable. Je pense qu'on se reverra de toute façon dans des débats. Même on se voit sur le dimanche soir, on suit les mêmes débats. Yes. Et en tout cas, vous retrouvez, donc merci de nous avoir écoutés, vous retrouvez tous nos liens des réseaux sociaux dans la barre de description. Et on vous remercie, on vous dit à bientôt. À bientôt. On ne va pas voir toute la préparation qu'il a, on voit juste le moment du spectacle.
C'est de là qu'on est parti. Et c'est là que je t'ai cherché. Bah ouais. Je t'ai provoqué. Ouais, du coup, je t'ai invité.